Merci. Ça fonctionne? Ouais. D'accord. Donc, je vais vous parler des travaux que nous avons conduits dans le cadre du projet intégré ADN et génome du LabEx NUMEF. Et donc, ces travaux ont réuni un certain nombre de chercheurs. Donc, Jean-Yves Bouet du laboratoire de microbiologie génétique moléculaire à Toulouse et son équipe. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Oui, j'ai beaucoup de mal parce que quand j'enseigne, je bouge beaucoup. Donc, être statique, ça va être terrible. Excusez-moi. Non, c'est bon, ça va. Je vais faire un effort sur moi-même. Marcel Nolman du CBS, ici à Montpellier, et les chercheurs de l'équipe de Andrea Parmigiani au L2C, qui nous a réunis autour de Vladimir Lorman aussi, dont on parlera bien sûr un peu, pour développer des activités de biophysique. Alors, je dois dire, à titre personnel, donc je vais faire une présentation qui est une présentation de physicien. On fait toujours une présentation pour soi-même. Donc c'est un sujet qui est à cheval sur la biologie et la physique, mais le public moyen sera plutôt, disons, un physicien un peu curieux de savoir ce qui peut se faire dans ce domaine. Et bien sûr, j'espère être suffisamment intelligible pour que les collègues des autres disciplines voient les idées et même les détails des idées. Alors je voudrais dire à titre personnel que c'est un grand plaisir pour moi de travailler dans ce domaine-là, parce que j'ai retrouvé, après avoir travaillé en physique théorique assez fondamentale de physique des particules, le plaisir de travailler en vraiment collaboration avec des expérimentateurs très directement. Pouvoir poser les questions, avoir les réponses rapidement, se poser dire « Ah ben non, ça c'est pas possible, mais on pourrait le faire comme ça », c'est vraiment un plaisir de physicien et je retrouve dans cette activité, donc je trouve que c'est très plaisant. Donc je vais vous parler ici d'un mécanisme qui a été proposé il y a à peu près un peu moins de 2 ans, il y a 1 an et demi, pour expliquer comment le matériel génétique se sépare dans la bactérie Escherichia coli. Et c'est un système modèle qui est assez répandu pour qu'on puisse penser que c'est généralisable. L'intérêt de ce modèle, c'est que donc, non seulement il décrit à peu près correctement ce qu'on voit dans Escherichia coli au moment de la partition, pas du génome, mais en fait une partie du génome, vous allez voir, mais qu'on entrevoit des applications dans des domaines assez divers, pas forcément la biologie d'ailleurs. J'espère que ces possibilités vous amuseront. Et l'intérêt du modèle, c'est qu'il est assez simple et que pourtant il décrit pas mal de choses. Voilà. Alors, si on regarde la division cellulaire, hein, voilà, j'ai des petits films, j'espère que ça va fonctionner. Yes, ça fonctionne. Donc là, vous avez la division cellulaire d'Escherichia coli, c'est un film en accéléré, et c'est un mécanisme d'une efficacité absolument redoutable. Toutes les 20 minutes, la particule se duplique et se refabrique à l'identique en ayant copié son matériel génétique. Et c'est absolument crucial pour la survie de la bestiole. Alors, je précise juste, Escherichia coli, c'est une bactérie très courante qui sert de modèle dans plein d'études de biologie et qui vit en symbiose avec nous dans notre intestin. Et si vous regardez cette image, ce film, on est d'abord frappé par le fait que ça nous montre la théorie de Darwin en action. Là. Si vous avez une bactérie qui a un petit défaut, qui a une petite mutation, qui est un peu modifiée, etc., ça va simplement rallonger un peu son temps de réplication. Enfin, ça peut faire plein de choses, mais ça peut en particulier rallonger son temps de réplication. Disons que ça passe de 20 minutes à 25 minutes. Et pas tellement grave à l'échelle d'un individu, mais quand vous voyez que ici vous avez en fait une croissance exponentielle, parce que ça se réplique, ça double toutes les 20 minutes, au bout de quelques heures, quelques jours, les mutations génétiques défavorables disparaissent pratiquement inéluctablement. Ce qui vous montre qu'en fait, une bactérie comme Escherichia coli est extrêmement optimisée. Elle teste en permanence des mutations, elle dit non, ça crève, c'est pas que ça crève, c'est que ça va pas assez vite, quoi. Donc, en ce sens, on a vraiment un processus qui est très très rapide, très efficace, très robuste. Et ce qui est intéressant aussi,
c'est que si vous ne laissez pas le temps à la sélection naturelle d'agir, vous pouvez trafiquer dans le système, faire des mutations, changer un peu le système sans le tuer, simplement le perturber un peu, et voir ce qui se passe. Et ça, c'est une approche très intéressante, puisque vous pouvez expérimenter, pas in vitro, enfin in vitro vivo, on va dire, sur des mutations non létales. Vous changez un truc sur la bactérie, elle vit toujours, un peu moins bien, mais elle vit toujours, et vous regardez ce qui se passe. Et comme ça, vous pouvez, si vous observez un mécanisme, savoir au moins quels sont les acteurs du mécanisme. C'est-à-dire que si vous supprimez un acteur et que ça ne marche plus, vous dites « ah, lui, c'est important ». Si vous supprimez un autre truc et que ça marche toujours, vous dites « visiblement, celui-là n'est pas important pour ce mécanisme ». Et de cette manière, c'est un peu comme en médecine, si vous voulez. On teste, on voit qu'un truc marche, mais on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Et c'est un peu la situation dans un certain nombre, pas toujours, heureusement, mais dans un certain nombre de cas, et en particulier celui qui nous intéresse. On connaît les acteurs, on voit le mécanisme, mais ce qui nous intéressait, c'était de comprendre, enfin d'avoir une idée de quel était le détail de mécanisme qui faisait intervenir ces acteurs. Alors, quels sont ces acteurs? De quoi on parle? Comme dans le projet GEM dont je fais, pour lequel dont je fais également partie, on parle plutôt de génome humain. La plupart des gens connaissent à peu près le fonctionnement disons des eucaryotes. Là, je vais vous parler d'un domaine assez différent, les prokaryotes, donc les bactéries. Et les bactéries... en général, un génome extrêmement simple, très, très robuste, très optimisé. Et dans le cas d'Escherichia coli, c'est un génome, c'est un seul chromosome en anneau, en fait, qui contient 4,6 millions de paires de bases. Depuis les années 2000, le milieu des années 2000, on a des cartes des différentes variantes de Escherichia coli. Il y a des variantes de Escherichia coli, ce n'est pas une seule. Il y en a des nocives, il y en a des bénéfiques, etc. Donc on a le génome. Il n'y a pas de, comme dans la cellule eucaryote, donc un noyau, il n'y a pas de noyau dans une bactérie. Tout se passe en même temps dans le corps de la cellule, dans le soma de la cellule. On va voir que c'est un peu, pas tout à fait exact, mais vous avez à la fois la réplication, la séparation, il n'y a pas d'ARN messager, tout se fait un peu en même temps dans le corps de la cellule. Et la particularité qui va nous intéresser ici, c'est qu'il y a des gènes non essentiels, en particulier des gènes, par exemple, qui codent pour la résistance aux antibiotiques, qui sont très utiles, évidemment. On a parlé de processus optimisés, mais qui ne sont pas absolument indispensables, vitaux pour la cellule. Et ceux-là sont en général codés sur des petites boucles d'ADN, plus petites, qui sont à côté du gros génome, et qu'on appelle des plasmides. Et là, vous avez une image où vous voyez, on ne voit pas très bien, vous les verrez dans le film suivant, dans l'image suivante. Vous voyez ici la bactérie Escherichia coli, donc on a crevé le polochon, si vous voulez. L'ADN s'est répandu ici, on devine vaguement les circonvolutions du génome. Et ici, vous pouvez voir quelques boucles isolées, ici, qui font à peu près 40 000 paires de bases, et qui sont les plasmides qui vont nous intéresser. Donc des petits bouts d'ADN qui codent des fonctions non absolument vitales pour la bactérie, mais qui doivent également se reproduire, parce que ils sont utiles pour assurer la survie de l'espèce, quoi. Alors, oui, juste une remarque, c'est l'image que j'ai donnée, hein, tout ceci est extrêmement compact. Donc le modèle que je vais vous proposer vous donne l'impression que c'est un peu du vide. En réalité, il n'en est rien. Escherichia coli, c'est vraiment un polochon bourré d'ADN, quoi. Si vous déchirez le sac, ça répand ses entrailles sur 20 microns, là, ici. Et voilà, c'est un environnement assez encombré. En fait, la cellule a tout un tas de mécanismes pour compacter ça, des mécanismes de surenroulement dont je ne vais pas parler ici. Mais bon, pour savoir un peu de quoi on parle quand même. Alors, chromosomes et plasmides. Alors, Escherichia coli, donc c'est une bactérie,
Donc si on regarde un arbre phylogénétique de la vie, on sait qu'on classe les différents organismes vivants sur un arbre d'évolution très, très grossier, avec donc les archéas, les premières choses qui ont existé, nous là, les eucaryotes, et puis nos confrères animaux. Oui, c'est très anthropocentriste comme vision, je n'y crois pas du tout évidemment. Mais voilà. Et puis vous apercevez que les bactéries, ça fait quand même pas mal de monde en fait. C'est moins étudié parce qu'on s'intéresse plus à nous évidemment, mais du point de vue de ce qui existe sur Terre, de la vie, les bactéries, il y en a un certain nombre de variantes. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est donc Escherichia coli qui se situe dans cette zone-là. Et il y a une particularité intéressante, c'est qu'on va étudier un système dont je vais parler beaucoup après, qui s'appelle le système de ParaBS. Donc ParaBS, c'est un système qui permet de séparer le matériel chromosomique dans les bactéries, qui permet de dire toi tu vas là, et après on pourra scinder la cellule en son milieu avec chacune des parties qui aura la copie du génome. Si on n'avait pas ce mécanisme à un moment dans le dispositif, tout serait mélangé en permanence et on ne pourrait pas couper en disant le génome est bien partagé. Donc c'est un truc vraiment essentiel. Et ce système ParaBS, donc on sait qu'il est l'acteur principal de cette partition du génome dans tout un tas d'espèces. Mais chez Escherichia coli, il y a une particularité intéressante, c'est qu'en fait, il s'occupe de la séparation des plasmides, pas du chromosome. Ce qui fait que vous pouvez expérimenter sur ce système-là sans tuer la bactérie, parce que vous n'altérez pas son génome, vous altérez juste des plasmides, ce n'est pas essentiel, ça peut le faire. Donc vous pouvez par exemple vous amuser à faire des mutations qui font briller le plasmide ici. Vous mettez un machin fluo, plof, et vous voyez les plasmides s'allumer ici, et vous voyez qu'ils ne sont pas n'importe où du tout. Ils sont répartis, donc là vous voyez le corps de la cellule. Quand vous en avez un, il est à peu près au milieu, et quand vous en avez deux, ils sont déjà répartis, l'un à un bout, l'autre à l'autre, c'est déjà prêt pour avoir une séparation de la cellule. Comment ça s'est fait pour qu'il ne soit pas n'importe où? C'est ça la question, en fait. Voilà. Donc, voilà, le mécanisme global et la question posée, c'est, OK, à un moment donné, on a une cellule mère, ici. Par un mécanisme dont je ne vais pas parler, elle réplique son génome ou son plasmide, ici. Le mécanisme qui nous intéresse, c'est toi tu vas là, un bout part d'un côté, l'autre part de l'autre. Quelles sont les forces en jeu? Comment ça fonctionne? Comment ça fait pour être aussi robuste et marcher à tous les coups? Et puis, une fois que les matériels est séparé, il y a division de la cellule. Et ce truc-là doit se reproduire systématiquement. Chaque fois que vous divisez la cellule, ça doit marcher à tous les coups. Voilà. Donc il doit y avoir un système extrêmement performant qui fait ça à tous les coups de manière absolument sans inquiétude. OK. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les acteurs? Donc je vous ai dit comment on sait qui sont les acteurs. En gros, on les supprime et puis on voit que ça ne marche plus. Donc, on sait que c'est les acteurs. Alors, les acteurs, la première chose à dire, c'est que d'abord, ça ne se passe pas dans toute la cellule, mais seulement dans la partie interne de la cellule dans laquelle se trouve le génome, l'ADN, et qu'on appelle le nucléoïde, en fait. C'est les parties légèrement plus claires ici. Donc la cellule est ici, c'est Escherichia coli, toujours. Vous voyez bien sûr la membrane autour. Et puis la zone centrale où se trouvent l'ADN et les plasmides, et dans lequel il y a tout ce mécanisme. Et puis à l'extérieur, les ribosomes, en fait, essentiellement, donc, qui vont être responsables de la synthèse des protéines, qui se trouvent à l'extérieur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie nucléoïde. Et donc, dans ce nucléoïde, on a 1, 2, 3, quelques plasmides F, donc la boucle d'ADN de 40 kilopaires de base qui nous intéresse. Et ce plasmide F contient une séquence spécifique qu'on appelle par S, qui occupe à peu près 10 paires de bases, qu'on appelle le centromère, et qui est absolument essentiel dans le mécanisme.
Alors voilà des images de plasmides. Là, on voit bien les boucles, cette fois-ci c'est des fausses couleurs évidemment. Et en même temps que la séquence paraisse, qui donc est sur le plasmide, vous avez deux protéines qui sont indispensables au mécanisme, qu'on appelle par A et par B, et dont je vais vous présenter le rôle plus en détail à la diapo suivante. Et donc l'ensemble par A, par B, par S forme le système par ABS qui permet la séparation des plasmides. Si vous enlevez un des acteurs, pouf, ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le système par ABS? Alors, on sait que par B, c'est une protéine, il y en a à peu près 600 par cellule d'Escherichia coli, 600 qui vont s'assembler en dimères. Et ces protéines sont très fortement attirées par S, par la séquence centromérique. Et elles vont former une espèce de nucléation, un petit noyau. Il y a une condensation de par B en fait, autour de par S. Et cette condensation, que je vais vous montrer visuellement par des images, s'appelle le complexe de partition. Cette espèce de noyau de par B agrégé autour du par S. Et on a la deuxième protéine, donc par A, c'est une protéine plus petite, qui est en fait la particularité d'être une ATPase, c'est-à-dire une protéine qui intervient dans le cycle de l'ATP, qui permet la libération de l'énergie de l'ATP. Toute l'énergie des cellules provient de la consommation, de la transformation de l'ATP en ADP par hydrolyse. Et par A utilise cette énergie pour faire quelque chose, et c'est ça qui va nous intéresser évidemment, parce que quelque chose qu'il va faire, c'est tirer le complexe de partition d'un côté ou de l'autre. Donc para existe sous deux formes, une forme non hydrolysée, et dans cette forme-là, il est lié au nucléoïde. C'est comme s'il avait les deux pieds dans la boue. La boue, c'est le nucléoïde, vous êtes ancré dans la Terre. Et par contre, quand il réagit et qu'il fait l'hydrolyse, donc en même temps qu'une action, il est décroché et pouf, il se met à voler dans le nucléoïde, et à ce moment-là, il va se mettre à diffuser très rapidement dans le nucléoïde. Ça, c'est ce qu'on observe. OK. Et la dernière information extrêmement utile, c'est que, en présence de par B, cette hydrolyse de l'ATP par A est très fortement catalysée. Autrement dit, là où il y a par B, ça va être beaucoup plus efficace, cette réaction-là. Voilà. Ça, j'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Alors là c'est les choses remarquables que font les expérimentateurs maintenant. C'est que grâce à des techniques de microscopie, on est capable de suivre à la trace pratiquement les protéines une par une. C'est absolument invraisemblable. Donc ici, vous voyez, avant la réplication, les oscillations de la protéine par A dans les cellules. Elles semblent aller d'un bord à l'autre. Honnêtement, on ne sait pas vraiment pourquoi. On a dans le modèle que je vous présente, on a des oscillations, mais pour être très honnête, on pense que ce n'est pas celle-là. Voilà. Je vous dirai peut-être pourquoi après, mais bon. Voilà. En tout cas, ça oscille. Et ici, vous avez les complexes de partition. Donc là, on a marqué la séquence centromérique ou les par B, je pense. Et alors, vous voyez, sur Escherichia coli, ils sont tout à fait... Alors, ça fluctue, ça bouge, hein, mais en gros, ouais, quand il y en a deux, ils sont à peu près équirépartis. J'attire votre attention sur celui-là, là. Celle-là, là. Elle fait des trucs bizarres, là. Ça, c'est assez rigolo. Et pour quelqu'un qui vient des systèmes dynamiques comme moi, ça fait tout à fait penser à un système chaotique. C'est assez rigolo de voir, dire, tiens, il y a un système bizarre, là, il fait des choses marrantes. Mais sinon, à part ça, ça a l'air de bien positionner. Et donc, voilà. Donc, ces images-là ont été obtenues par les expérimentateurs, enfin les gens avec qui on travaille, Jean-Yves Bouet et Marcello Nollmann. Et la question, c'est, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a ça? Alors, maintenant, je vais vous présenter... Donc ça, c'est
la situation de la question. Maintenant, je vais vous présenter deux aspects du problème. Un aspect un peu plus ancien dans lequel on pense avoir élucidé à peu près raisonnablement la structure du complexe de partition. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est, ce complexe? Je vous ai dit que ça s'agrège, mais bon, qu'est-ce que fait le plasmide là-dedans? Et la deuxième partie, c'est comment ce plasmide, ce complexe de partition est déplacé. Je ne sais pas du tout combien j'ai de temps encore. D'accord, parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Alors, le complexe de partition. Donc ici, vous avez marqué l'équipe toujours de Marcello Nolman, donc Diogo Catoni, Antoine Le Gall du CBS, qui pratiquent donc des techniques incroyables. Alors c'est de la physique aussi assez extraordinaire. Vous voyez, ils n'ont rien à envier aux opticiens quand vous voyez leur manip. Donc vous voyez une manip de super résolution, de microscopie en super résolution ici, donc Escherichia coli, et on a marqué en fluorescence les protéines par B. Mais ici, il n'y a pas de séquence centromérique. Résultat, les par B se mettent absolument partout, se répandent de manière homogène dans la cellule. Et vous mettez la séquence par S sur le plasmide, et hop, immédiatement, vous voyez des foyers apparaître. C'est-à-dire qu'on voit vraiment l'effet du par S, c'est de nucléer ces par B autour d'eux. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, il y avait il y a 2 ans à peu près, il y avait plein de candidats, de théories, et je ne comprenais rien, comme toujours. Et j'ai dit, mais non, ça doit être beaucoup plus simple. Et donc, à l'époque, j'ai dit, bon, on pourrait simplement expliquer ça comme ça. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà, alors, donc 90% des protéines se situent sur les foyers, ça nuclée, quoi, essentiellement. Alors, quand on est physicien, ça fait penser à une transition de phase. Alors effectivement, on a étudié ça du point de vue des transitions de phase, il y a une nucléation, etc. Mais je vais vous parler d'une chose beaucoup plus simple. On suppose qu'il y a eu la transition de phase. OK. Et donc, l'agrégat de par B, disons, la nucléation de par B s'est fait autour de la séquence centromérique. Et notre question, c'est qu'est-ce que fait le plasmide là-dedans? Et alors, en fait, l'image est extrêmement simple. Le plasmide, donc, c'est une boucle qui est obligée de passer par le centre, puisque la séquence centromérique est sur lui-même. Mais, à part ça, c'est un polymère, et ce polymère est libre de se balader, de faire des boucles, etc. Donc, comme tout polymère, il fait des boucles, et puis, de temps en temps, il revient sur lui-même. Et quand il revient sur lui-même, ici, donc à partir de la séquence centromérique, quand il revient sur lui-même, ben, il se trouve à proximité du noyau qui a été fabriqué de par B, et il a possibilité d'attraper, parce qu'il y a une attraction assez légère, mais qui existe entre la chaîne d'ADN et les par B, une attraction non spécifique. Quand on parle du par S, c'est une attraction spécifique très forte, et sinon, vous avez une attraction non spécifique un peu moins forte. Donc, quand la protéine ici revient à proximité du noyau du complexe de partition, elle a la possibilité de fixer un par B. Et puis, moyennant quoi, si vous déroulez cette chaîne à cet instant-là, vous êtes capable de prédire simplement la probabilité d'avoir un par B à une certaine distance. C'est simplement la probabilité de revenir à l'origine, en fait. C'est extrêmement simple, le modèle est extrêmement simpliste. Vous dites, voilà, en fait, il y a un certain noyau de densité qui représente le complexe, la nucléation autour de par B autour de par S. Donc c'est la densité, en gros, de par B, ce truc-là. Vous avez une certaine probabilité de la chaîne de revenir à l'origine dans cette zone-là, et vous proposez simplement le fait que, en fait, il y a une probabilité de se lier sur la chaîne qui est proportionnelle au fait de revenir au centre et d'avoir une particule par B à lier ici. Et ce calcul est extrêmement simple, ça vous prédit immédiatement que vous devez avoir une décroissance des par B sur la chaîne du polymère, de l'ADN ici, qui doit décrire en puissance 3,5. Puissance 3,5 vient évidemment de la probabilité de retour à l'origine du polymère. C'est un résultat extrêmement simple et classique du modèle gaussien. Et alors, que disent les manips?
ben, elles disent que ça marche, essentiellement. C'est-à-dire que grâce à des techniques que je ne vais pas détailler, on est capable de faire une statistique et d'avoir la carte de répartition moyenne des parts B sur le plasmide à partir de la séquence centrométrique par S. C'est une technique qui s'appelle ChIP-seq, qui est très connue des biologistes. C'est extrêmement courant. Et ici, vous avez la carte expérimentale de la densité. Alors, ce n'est pas une cellule, c'est des millions de cellules. On fait ça en parallèle. C'est le paradigme du physicien statisticien, parce qu'on a vraiment le paradigme de Gibbs, on a vraiment un ensemble, une réplication de l'expérience. On a 4 millions de réplications de l'expérience devant nous. Donc, on a la carte statistique ici, et la prédiction du modèle avec la puissance moins 3,5 ici, ce qui vous dit que, essentiellement, ça a l'air d'assez bien marcher, d'assez bien fonctionner. Ce modèle extrêmement simple qui dit que la carte de répartition de ChIP-seq s'explique par simplement la probabilité de retour de l'ADN dans la séquence, dans le foyer, dans la nucléation, dans le complexe de partition formé par le par S et les par B. Donc l'image que vous avez, un peu simpliste, si vous voulez, c'est que, le complexe de partition, c'est une espèce de boule de par S par B, et puis de pelote de laine d'ADN qui fait des boucles autour, quoi. Voilà. Et c'est ce machin-là qu'il va falloir agripper et emmener d'un bout à l'autre de la cellule. Voilà. Alors je précise juste que je ne suis pas sur la publication, mais les équations que vous avez eues, la ligne d'avance, la page d'avance, c'était vraiment moi qui les ai proposées. Mais bon, c'est juste un détail. Alors, donc maintenant on s'intéresse à la dynamique de la partition. Alors, pour simplifier, donc vous avez vu, ce complexe de partition est un truc éminemment dynamique, qui peut grossir, diminuer, changer de forme, etc. On va faire un truc extrêmement simple et supposer que c'est un profil rigide dans un premier temps, dans une première version du modèle. OK. Les parts B, on va considérer, l'idée c'est que c'est des poignées que par A va agripper et tirer dessus. OK. Le par A, lui, existe sous deux formes. La forme dans laquelle il est ancré les pieds dans le nucléoïde, donc il peut tirer, et il tire en consommant l'ATP, et la forme dans laquelle il est libéré, et à ce moment-là, il diffuse librement dans la cellule. C'est tout. Voilà. Et c'est tout. Et si vous mettez ça en équation, ça fait ce qu'il faut. Donc, en équation, ça fait ça. Alors, c'est un peu indigeste, mais vous allez voir qu'en fait, c'est extrêmement simple. C'est des équations. Donc, ici, on décrit la dynamique des échanges de parts A. Vous avez deux espèces de parts A. L'espèce ADP, rapide, que j'appelle U ici, et l'espèce ATP, lente, qui est ancrée dans le nucléoïde. L'évolution, la dynamique de ces espèces est décrite par des équations de réaction-diffusion, donc diffusion d'abord, et si vous avez suivi ce que j'ai dit, vous comprenez immédiatement que D1 doit être beaucoup plus grand que D2, parce que D1, ça diffuse librement, et D2, non. Et puis, vous avez des échanges, des réactions, donc. La première chose, c'est que le para sous forme ADP peut revenir à l'état ATP par les mécanismes de régénération dans la cellule, donc là, le cycle normal de fonctionnement, mais ce n'est pas très rapide. Donc vous avez une consommation des parts A ADP pour régénérer du para ATP ici. Et puis, à l'endroit où le complexe de partition décrit par le profil S, alors on a plusieurs choix possibles pour S, on peut prendre des gaussiennes, on peut prendre des pics de Dirac, on peut prendre des rectangles, ça fait tout la même chose en fait. Donc là où il y a le complexe de partition, vous avez une hydrolyse, c'est-à-dire que cette fois-ci, ça va dans le sens depuis par A ATP statique vers le par A ADP libre, c'est-à-dire cette flèche-là traduit l'hydrolyse en fait. OK ? Et avec des taux dont vous espérez que D1 est très grand par rapport à D2 et K1 très petit par rapport à K2. Les expérimentateurs disposent des valeurs numériques de ces coefficients. Au bord, on dit simplement... Alors oui, c'est un modèle 1D, on va voir que ça peut s'étendre à un modèle 3D sans aucun problème, ou 2D, 3D. Au bord, vous dites simplement, les particules n'ont pas le droit de sortir, il n'y a pas de flux. Voilà. Et alors,
si vous mettez ça sur une simulation, tout le monde, ou presque, sait ce que ça va faire. Vous avez le profil du complexe de partition qui ne bouge pas pour l'instant. Et puis ici, le par A, sous forme ATP, donc, qui est assez lent et qui est hydrolysé. Donc il y a un creux à l'endroit où c'est hydrolysé, il y en a moins. Et par contre, celui sous forme ADP diffuse très rapidement, donc la répartition est quasi homogène. Et il est fabriqué ici, c'est-à-dire que le maximum de la courbe bleue ici, pour le V, le para-ADP, est ici, à l'endroit où il y a l'hydrolyse, c'est la source. Donc ça, c'est juste des échanges, mais on attend difficilement quelque chose d'original de ce genre de truc, quoi. Donc ça veut dire qu'après, il va y avoir une chose originale, et la chose originale, c'est l'ingrédient clé du modèle. Oui, 5 minutes, ok. L'ingrédient clé du modèle consiste à dire qu'il y a une interaction attractive qui s'exerce entre le complexe de partition S, décrit par son profil, et le para sous forme ATP. Ça tire, en fait. Le para ATP tire, et donc il y a une énergie avec un signe moins qui traduit l'attraction. Si vous faites travailler dans les bonnes unités, V, vous allez prendre des particules par unité de volume, vous allez normaliser S à 1 au maximum en disant bah, c'est la probabilité de présence d'un par B à cet endroit-là, en fait, les poignées. S'il y a une poignée, ça vaut 1. Donc sur le centromère, ça vaut 1, ce truc-là. Et puis ailleurs, ça décroît. Et à ce moment-là, vous apercevez que l'énergie ici compte, que ce terme-là compte en fait les énergies individuelles entre par B et par A. Autrement dit, epsilon, vous attendez à ce que c'est l'ordre de grandeur typique d'une réaction chimique, c'est-à-dire 10 kT à peu près. D'une hydrolyse de l'ATP de l'ordre de 10 kT. On a les ordres de grandeur. OK. Et alors, une fois qu'on en est là, eh ben on dit, OK, on a une énergie potentielle d'interaction. Alors, il y a une force qui dérive d'un potentiel. On dérive ce truc-là. Alors, il ne faut pas se tromper dans le signe, parce que F égale moins gradient V. Donc, il y a un moins, puis il y a un moins qui s'en va ici. Mais comme on dérive par rapport à X, il y a un moins en plus. Mais comme ici, on fait une intégration par partie dans ce truc-là, parce qu'on dérive par rapport à V, ça fait finalement un plus. Ouf, on fait cet exercice, c'est pas trop dur. Et on arrive à cette équation qui nous dit que le complexe de partition se déplace dans un milieu très visqueux, ici avec un terme de viscosité, et qu'il est attiré par les forts gradients de V. C'est-à-dire qu'il va là où il y a beaucoup de V, en fait, essentiellement. C'est une meute de chiens qui tire dans tous les sens, mais là où il y en a le plus, ça tire plus fort. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un truc très rigolo. Voilà, donc là j'ai simplement mis le système que je vous ai indiqué, les deux équations de réaction-diffusion plus la force, et vous voyez que ça centre, tout seul. En fait, le système est totalement autonome. Et un autre truc qui est très amusant, c'est que ça centre, mais ça oscille quand même, alors qu'on a un système purement dissipatif. Autrement dit, il y a quelque chose dans le système qui fait une sorte d'inertie. Et on comprend très facilement que ce qui fait cette sorte d'inertie, ben, c'est tout ce qu'il y a dans la répartition de para, ici, dans les U et V, qui emmagasinent, on va un peu trop loin, mais du coup, il y a une force de rappel, etc. Voilà. Donc, déjà, quand on voit ça, on est assez content, puisque ça explique le centrage. Et c'est pas un mécanisme dans lequel les particules poussent, c'est pas une diffusion dans lequel c'est le gradient qui pousse, c'est attiré par le gradient, c'est vraiment un mécanisme actif. Alors, je vais passer un peu sur la boutique, là c'est disons les trucs qu'on sait faire assez facilement quand on est physicien. On peut chercher des solutions statiques de ce système. Les solutions statiques, ça veut dire, je vais supposer qu'en fait le complexe est fixe, je calcule la distribution de U et de V, donc là c'est un exercice pour bon étudiant de maîtrise, donc c'est tout à fait semblable à ce qu'on fait avec Schrödinger quand on recolle les solutions, etc. Et on calcule donc pour une position x0 fixée du complexe la distribution. Ici c'est assez simple quand il y a un seul complexe. On peut calculer U, on peut calculer V. On s'aperçoit qu'apparaît naturellement un paramètre très important qui s'appelle la longueur d'écrantage ici, qui vous dit que plus loin, vous ne sentez pas la force. Et puis, on peut calculer une force à partir de l'expression de la force pour le complexe.
Et on voit que cette force, c'est une force de rappel, et que suivant les paramètres d'écrantage, vous avez une force qui centre, et donc ça va osciller, ou alors une force qui sent en gros rien, parce que vous êtes trop loin des bords, en fait. Excusez-moi, j'accélère un peu parce que je ne vais pas avoir tout le temps de dire. Alors, par contre, si vous êtes dans ce régime quasi-statique, les oscillations sont manifestement impossibles. Parce que c'est un système dissipatif avec une force déterminée, c'est x point égale f de x, ça ne peut pas osciller. Alors, et quand il y a deux particules, ça fait exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire quand vous avez deux particules, ça centre, ça positionne par symétrie en fait les complexes de partition, donc vus ici comme des profils gaussiens fixes, se positionnent exactement à 1/4, 3/4 de la cellule. Pourquoi ? Parce qu'à cet endroit-là, les gradients sont symétriques droite-gauche, et donc la particule est calée comme ça. Les deux particules sont calées comme ça. Si vous en avez trois, vous comprenez que c'est toujours le même argument, c'est le milieu et puis 1/4, 3/4. Dans ce modèle-là, il n'y a pas d'interaction directe entre complexes. Tout est médié par un champ intermédiaire U ou V. Alors, on peut même s'amuser, alors on peut faire plein d'expériences avec ça, constater que si vous rajoutez une force aléatoire là-dessus, ça marche toujours. Ici, vous avez ce qu'on appelle un kémiographe. Donc le temps ici, et puis la position des complexes. Ici, il y en a deux qui sont positionnés au même endroit, et puis un troisième. Et puis il y a un bruit gaussien ici. À chaque pas de temps, on rajoute un peu de bruit. Et vous voyez que le positionnement reste un truc très, très fonctionnel, qui marche toujours. Alors, rapidement, on peut faire la même chose. Donc l'étude quasi-statique peut se faire avec deux complexes. On voit bien que la théorie nous dit qu'il y a des positionnements. On voit bien aussi qu'on peut effectivement résoudre exactement le système et comparer au quasi-statique et que l'accord est parfait quand on est dans ce régime. Bien sûr, il y a des régimes qui ne sont pas quasi-statiques. Et ce qui nous conduit à la fin de mon exposé. Je dois avoir 1 minute. OK. J'arrête là ? Bon, alors j'arrête là. Tant pis, je vous montre juste les images à la fin, parce que c'est rigolo. Enfin, en fait, c'est un système instable, qui a une transition vers l'instabilité reliée à des choses extrêmement amusantes, ce qui nous permet de voir... C'est un peu plus lent. Ce genre de comportement, quand vous passez un seuil, il y a un seuil dynamique, en fait, qu'on peut passer expérimentalement et qui explique l'observation du gars qui était un peu chaotique, là. Et du coup, on peut aussi envisager, je vais terminer avec cette dernière image, de faire des systèmes dynamiques dans le genre du domaine des particules actives qui pourraient avoir ce genre de comportement totalement autonome. Voilà. Excusez-moi pour le mauvais timing.